Osvaldo Ferreira se réveilla avant le lever du soleil ce mardi matin, non pas parce qu'il avait un rendez-vous, mais parce que le froid du sol avait traversé la fine couverture et pénétré jusque dans ses os. À 68 ans, il était seul dans la maison à étage des Jardins qui avait autrefois accueilli des fêtes, des toasts et des promesses d'amitié éternelle. Désormais, il n'y avait plus que de l'écho, de la poussière et des étiquettes de vente aux enchères collées au mur. Il devait 4 millions de réais, avait perdu son entreprise de construction, sa femme, ses enfants, les meubles, les voitures et presque tout le respect qu'il croyait posséder. Il n'avait seulement pas perdu son nom, même si, à cet instant, cela aussi semblait trop lourd à porter. Le matelas gonflable s'était dégonflé pendant la nuit. Osvaldo se leva lentement, appuyant la main sur le sol en marbre dont Christina était autrefois si fière devant les invités. Il but de l'eau dans un vieux verre de fromage frais, regardant le robinet goûter comme si chaque goutte marquait une facture en retard. Il n'y avait ni café, ni pain, ni assez de médicaments, ni message sur le téléphone portable. Il n'y avait que le silence et le souvenir cruel que, lorsque l'argent avait disparu, les gens avaient disparu eux aussi. Avant de continuer, écris dans les commentaires depuis quelle ville tu regardes, parce que les histoires de recommencement doivent voyager jusqu'à ceux qui croient encore que la bonté existe. Osvaldo traversa le salon vide. Là où se trouvait autrefois le canapé en cuir, il y avait un rectangle clair sur le sol. Là où se trouvait la table à manger, il ne restait que des traces de déplacement. Chaque coin semblait l'accuser. L'entreprise Ferreira et Associés avait été grande, respectée, citée dans des magazines d'affaires. Il avait construit des immeubles, des résidences, des entrepôts, des maisons de luxe. Il avait commencé comme aide-maçon à Carapicuíba, portant des sacs de ciment à 14 ans, et était arrivé au sommet avec des mains calleuses, des calculs rapides et une parole solide. Mais le sommet était étroit et la chute avait été rapide. Henrique Tavares, associé depuis des décennies, ami d'enfance, avait signé de faux contrats, détourné des paiements, transféré des dépenses vers des sociétés écrans et disparu quand tout avait éclaté. Osvaldo était resté avec les procès, les banques, les fournisseurs, les anciens employés réclamant leur salaire et la presse, transformant sa vie en scandale. Il avait essayé d'expliquer, de prouver, de résister. Personne n'avait voulu écouter un vieux chef d'entreprise dire qu'il avait été trompé. La famille l'écouta encore moins. Ricardo, le fils aîné, apparut en costume sombre et avec une voix répétée à l'avance. Il dit qu'il devait protéger son cabinet, que son image ne pouvait pas rester liée aux problèmes de son père. Il utilisa de beaux mots pour dire abandon. Camila envoya un message court, affirmant qu'elle partait vivre au Portugal avec son mari. Des mois plus tard, Osvaldo apprit par l'ancien concierge qu'elle vivait à Moema, assez près pour lui rendre visite, assez loin pour faire semblant d'être loin. Fernando pleura, lui tint la main et dit qu'il aimait son père, mais qu'il devait protéger son jeune fils. Ensuite, il bloqua son numéro. Christina fut la plus calme. 32 ans de mariage, rentrerait dans une chemise bleue avec des documents, des signatures et un partage des biens. Elle ne cria pas, ne pleura pas, ne demanda pas s'il allait bien. Elle dit seulement qu'elle avait épousé un homme capable de soutenir une vie confortable et que, sans cela, elle ne voyait plus de sens à continuer. Osvaldo resta assis devant elle, essayant de reconnaître la femme qui un jour avait dansé avec lui dans la petite cuisine de leur premier appartement loué. Il ne la reconnut pas. La sonnette retentit à 9h30. Le son traversa la maison comme une surprise. Osvaldo pensa que c'était une demande de paiement. Un huissier, un avis, n'importe quelle mauvaise nouvelle. Il ouvrit la porte prêt à subir une humiliation de plus. Mais il trouva Donna Johanna, petite, ferme, les cheveux gris attachés en chignon, une robe fleurie simple et un sac pendu au bras. Elle avait travaillé 15 ans dans cette maison, nettoyant les sols, lavant les vitres, pliant les serviettes, préparant le café quand Christina recevait des amis. Elle n'était pas payée depuis 3 mois, mais elle souriait comme si elle arrivait pour une visite ordinaire. « Bonjour, c'est Osvaldo. J'ai apporté le déjeuner. » Il cligna des yeux sans comprendre. Johanna leva une gamelle en aluminium, d'où sortait une odeur de riz, de haricots, de poulet mijoté et d'ail revenu. Son estomac répondit avant sa bouche. Malgré cela, il tenta de reculer. « Johanna, je ne peux pas te payer. Je te l'ai déjà dit. Je n'ai même pas d'argent pour moi. »« Je sais, » dit-elle en entrant naturellement. « Mais vous devez manger. » Elle alla jusqu'à la cuisine vide, ouvrit le sac, sortit 2 assiettes en plastique, 2 fourchettes,
des serviettes, une bouteille de jus et un petit pot de farofa. Elle s'assit par terre comme si le marbre froid était une table familiale. Osvaldo resta debout à la porte, humilié et ému. « Asseyez-vous, ce Osvaldo. Un repas chaud n'attend pas que l'orgueil refroidisse. » Il s'assit. La première bouchée avait le goût d'une maison, du soin, de quelque chose que personne ne lui donnait depuis très longtemps. Il mangea lentement, essayant de cacher ses yeux humides. Johanna fit semblant de ne pas remarquer. Elle parla de choses simples, du bus bondé, de la pluie qui menaçait de tomber, du petit-fils qui avait appris à écrire son propre prénom. Peu à peu, le salon sembla moins mort. Quand ils eurent terminé, Osvaldo inspira profondément. « Pourquoi fais-tu cela ?» Johanna ramassa les assiettes avec calme. « Parce que vous l'avez déjà fait pour moi. »« Moi ?»« Oui, et vous l'avez fait quand je n'avais rien. » Il fronça les sourcils. Johanna sourit légèrement, mais ses yeux portaient un souvenir. « C'était il y a 20 ans. Je nettoyais un chantier de votre entreprise la nuit. Ma fille Clarissa avait 8 ans et avait besoin d'une opération urgente. Je n'avais pas d'argent, pas de crédit, personne. Je suis allé au bureau du chantier en tremblant, avec les examens froissés dans la main. J'ai demandé une avance sur salaire. Les ingénieurs ont dit que ce n'était pas la procédure. Vous avez demandé à tout le monde de se taire. Vous avez lu les papiers, ouvert le coffre et mis l'argent dans une enveloppe. » Osvaldo sentit le souvenir revenir par morceaux. Une femme désespérée, un papier humide de larmes, une matinée pressée, des casques posés sur la table. « J'ai dit que c'était pour sauver ta fille. Vous avez dit plus. Vous avez dit qu'un enfant passe avant n'importe quel tableau de compte. Vous avez dit que je paierais quand je pourrais, et que si je ne pouvais pas, je ne paierais pas. Ma Clarissa a été opérée ce jour-là. Elle a grandi, étudié, elle est devenue enseignante, s'est mariée, m'a donné 2 petits-enfants. Vous avez oublié parce que pour vous, c'était seulement une décision juste. Pour moi, c'était toute la vie de ma famille qui continuait. » Osvaldo baissa la tête. Les larmes tombèrent sans bruit. « Johanna, je ne m'en souvenais même pas. Moi, je m'en souvenais tous les jours. C'est pour ça que je ne vais pas partir maintenant que vous êtes tombés. L'argent finit, les maisons se vident, les noms de famille perdent leur éclat. Mais un service rendu avec le cœur n'expire pas. Vous avez vu un être humain en moi quand beaucoup ne voyaient qu'une femme de ménage. Maintenant, c'est moi qui vois un être humain en vous, quand tout le monde ne voit que des dettes. » La poitrine d'Osvaldo se serra. Il pleura sans essayer de paraître fort. Johanna s'approcha et posa sa main rugueuse sur son épaule. « On va relever cette maison de l'intérieur d'abord, ce Osvaldo. Ensuite, on pensera au reste. » Cet après-midi-là, elle balaya le salon, ouvrit les fenêtres, enleva la poussière, sépara les cartons et chanta doucement pendant qu'elle travaillait. Quand elle partit, elle laissa du pain, du café, du riz, des haricots et un ordre simple. Bien manger jusqu'à jeudi. Osvaldo se retrouva de nouveau seul, mais la solitude ne ressemblait plus à une condamnation. Pour la première fois depuis des mois, la lumière entrait sans demander permission. Et dans cette lumière, il comprit qu'il existait peut-être encore une œuvre plus grande que n'importe quel immeuble. Reconstruire son propre cœur, brique par brique, avec patience et courage silencieux. Le jeudi suivant, Johanna revint à 10 heures précises, portant du café dans une bouteille thermos, du pain français et un pot de beurre. Osvaldo ouvrit la porte avant que la sonnette ait fini de sonner. Il se rendit compte, surpris, qu'il avait attendu ce son comme on attend une bonne nouvelle après de nombreuses tempêtes. Ils mangèrent par terre dans le salon, adossés au mur, et discutèrent. Johanna posa des questions sur Carapicuiba, sur le premier chantier, sur le père cheminot et la mère couturière. Osvaldo raconta lentement, comme s'il sortait de vieux portraits d'un tiroir poussiéreux. Il parla du train bondé, de la gamelle froide, du premier salaire caché dans sa chaussure pour ne pas le perdre. Il parla du maître Joachim, qui avait vu du talent là où tout le monde ne voyait que de la force physique. Il parla de la première rénovation, une petite salle de bain qu'il avait dû refaire parce que l'évacuation était mal inclinée. Johanna écoutait tout avec une attention complète, sans interrompre, sans se presser, comme si chaque souvenir avait de la valeur. Osvaldo comprit que cela faisait des années que personne ne voulait entendre son histoire. Sa famille écoutait les chiffres, les contrats et les résultats. Johanna écoutait l'homme. Les visites devinrent une routine. Les mardis et jeudis, elle arrivait avec de la nourriture, nettoyait ce qu'elle pouvait et restait pour parler.
Peu à peu, la maison vide retrouva une odeur de café, de fenêtres ouvertes et de sol balayé. Mais la culpabilité d'Osvaldo grandissait. Johanna dépensait du temps, de l'argent de transport et de la nourriture pour lui. Elle ne réclamait rien. Elle disait que tout allait bien, mais il voyait les sandales usées, les mains fatiguées, les vêtements rapiécés. Un matin d'août, il décida qu'il devait honorer son engagement. Il ouvrit le dernier carton contenant des objets de valeur. Il y avait une ancienne montre, des boutons de manchette, 2 stylos chers et un portefeuille en cuir gardé depuis des temps meilleurs. Il mit tout dans un sac et prit le bus jusqu'à Pinheiros. Cela faisait des décennies qu'il n'avait pas pris les transports en commun. Au milieu des travailleurs, des étudiants et des dames avec des sacs, Osvaldo vit la ville qu'il avait toujours construite pour les autres et qu'il n'avait presque jamais observée de près. Il vit de la fatigue, de la hâte, une dignité silencieuse. Il vit des gens continuer sans public. Il vendit tout dans une petite boutique. Il reçut moins que ce que cela valait, mais il accepta. Il revint avec l'argent serré dans la poche et, quand Johanna arriva, il lui remit une enveloppe avec 3 mois de salaire en retard. Elle tenta de refuser. Il insista. « J'ai besoin de me regarder dans le miroir et de savoir que je suis encore un homme de parole. » Johanna tint l'enveloppe, les yeux humides. « Alors acceptez autre chose aussi, ce Osvaldo. Payez-moi en me racontant qui vous étiez, avant de croire que tout était fini. » À partir de ce jour, après le déjeuner, il racontait des histoires. Plus il parlait, plus il se souvenait. Plus il se souvenait, plus ses épaules se redressaient. Johanna répétait toujours qu'il avait perdu de l'argent, pas son caractère. La phrase entra en lui comme un remède lent. En octobre, l'argent recommença à manquer. Osvaldo essaya de chercher du travail sur des chantiers. Dans certains endroits, on reconnut son nom et on ferma les portes par peur de problèmes. Dans d'autres, on dit qu'il était trop vieux pour un travail lourd. Il rentra chez lui épuisé, les pieds douloureux et l'âme serrée. Ce soir-là, il faillit laisser l'espoir lui échapper. Puis Johanna apparut en dehors du jour prévu, sérieuse, tenant une chemise bleue. « Ce Osvaldo, j'ai une proposition. » Elle expliqua qu'elle avait économisé de l'argent pendant 15 ans. Pas beaucoup pour les gens riches, mais beaucoup pour quelqu'un qui comptait les pièces. 22 000 réais. Elle voulait utiliser cette somme pour ouvrir une petite entreprise de rénovation avec lui. Elle apporterait les économies et l'administration. Lui apporterait les connaissances techniques, l'expérience et le travail. Une société partagée en deux. Osvaldo refusa aussitôt. Il dit qu'elle était devenue folle, qu'elle pouvait tout perdre, qu'il avait déjà fait faillite une fois. Johanna ne recula pas. « Vous avez fait faillite parce que vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Moi, je vous fais confiance parce que j'ai vu ce que vous faites quand personne d'important ne regarde. Et moi aussi, je mérite une chance d'être plus qu'une employée chez les autres. » Cette phrase traversa Osvaldo. Pour la première fois, il comprit que Johanna ne sauvait pas seulement sa vie. Elle voulait aussi sauver la sienne. Elle voulait posséder quelque chose, signer des décisions, construire un avenir. Il regarda ses mains, marquées par des décennies de travail, et comprit que refuser serait lui voler le courage que lui-même avait perdu. « J'accepte, dit-il, mais nous ferons tout correctement. » Ils louèrent un petit bureau à Mouka, au 3e étage sans ascenseur, avec une peinture écaillée et une infiltration au plafond. Johanna négocia le loyer, acheta des outils d'occasion, engagea un comptable bon marché et fit imprimer des prospectus simples. Osvaldo rénova lui-même le bureau avec de l'enduit, de la peinture et de la patience. Chaque mur peint semblait aussi repeindre une partie de sa confiance. Le premier appel mit 19 jours à arriver. Dona Aparecida, veuve de Villa Prudente, avait besoin de rénover une vieille salle de bain. Osvaldo alla prendre les mesures, calcula les matériaux, la main-d'œuvre et le délai sans exagérer. Il demanda un prix juste. La dame regarda le devis, le compara avec un autre beaucoup plus cher et accepta. Le premier jour de travail, Osvaldo arriva à 7 heures du matin avec des vêtements simples, des outils sur l'épaule et une volonté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il cassa les carreaux, changea la plomberie, nivela le sol, posa le revêtement. Il travaillait lentement mais parfaitement. Johanna apparaissait en fin d'après-midi avec du café et discutait avec la cliente. Peu de temps après, Dona Aparecida parla de lui aux amis de l'église. Des demandes arrivèrent pour de la peinture, un changement de sol, une réparation de fuite, une rénovation de cuisine. La petite entreprise commença à respirer.
Ils embauchèrent Jefferson, un jeune d'Itaquera qui avait besoin d'une opportunité, et ce Manuel, un ouvrier expérimenté rejeté à cause de son âge. Osvaldo payait peu au début, mais il payait à temps, avec respect et déjeunait sur la table. Jefferson lui apprit à publier des photos sur Instagram. Manuel racontait des blagues qui faisaient même rire Johanna pendant qu'elle vérifiait les factures. En décembre, Patricia appela pour demander un devis urgent. Elle vivait à Guayanacès avec ses 2 petites filles, dans une maison envahie par l'humidité. Le devis dépassa ce qu'elle possédait. Osvaldo vit la peur dans ses yeux et se souvint de Johanna avec les examens de sa fille. Il fit un accord sans intérêt, couvrant les matériaux et étalant le reste. « Je demande seulement une chose, Patricia. Quand vous pourrez, aidez quelqu'un aussi. » Elle pleura, accepta et promit. La rénovation de cette maison transforma plus que des murs. Le jour de la livraison, les filles coururent dans les chambres sèches et claires, riant comme si elles avaient gagné un monde nouveau. Patricia serra Osvaldo, Johanna, Jefferson et Manuel dans ses bras. Là, dans la petite cour simple, avec un gâteau fait maison et du jus de fruits de la passion, Osvaldo ressentit une joie qu'aucune résidence de luxe ne lui avait jamais donnée. Sur le chemin du retour, Johanna dit doucement qu'il ne rénovait pas des maisons, il rénovait des destins. Osvaldo regarda par la fenêtre de la vieille Gaulle de l'entreprise et sourit. C'était peut-être vrai. Peut-être que la vie ne s'était pas terminée quand il avait perdu son empire. Peut-être qu'elle avait commencé au moment où il avait accepté de partager une gamelle par terre et d'entendre une femme de ménage croire en lui plus que sa propre famille. Cette nuit-là, avant de dormir dans la petite chambre louée près de Mouka, il compta la caisse 3 fois, non pas par méfiance, mais par gratitude. Il y avait peu de bénéfices, beaucoup de factures et du travail prévu pour des semaines, mais il y avait aussi des noms, des visages, des histoires. Chaque client apportait une douleur cachée derrière un mur fissuré. Chaque service rendait à Osvaldo une partie que la faillite lui avait arrachée. Il ne voulait plus redevenir l'homme riche d'avant. Il voulait être meilleur que lui. Et cela, enfin, ressemblait à une victoire propre et véritable. Des mois plus tard, Ricardo apparut en demandant pardon, mais Osvaldo n'acceptait plus l'affection mélangée à l'intérêt. Il écouta son fils, souhaita qu'il apprenne, mais choisit de garder ses distances. Peu de temps après, Henrique surgit malade et ruiné. Osvaldo ne l'enlaça pas, n'oublia pas la trahison, mais indiqua une maison d'accueil, parce que Johanna lui avait appris que la bonté ne dépend pas du mérite. À 70 ans, aux côtés de Johanna, Jefferson et Manuel, il inaugura la plus grande rénovation de l'entreprise. Il regarda ses mains tachées de peinture et comprit « La vraie richesse, c'est celui qui reste quand tout s'en va et transforme la chute en chemin pour recommencer avec dignité et gratitude. » Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.